Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve, coup de tambour, pour un épisode assez spécial, bien que ce soit le chapitre 15 du Tyrion de Clash of Kings, mais c'est le premier épisode du podcast où nous accueillons une invitée, une auditrice. Bonjour Charlotte. Bonjour. Guillaume, ça fait 10 000 fois que je te dis bonjour. Non, moi, je pense qu'ils ont compris. J'ai plus besoin de manifester ma présence. Et donc Charlotte, alors pour ceux qui sont des fidèles du podcast et qui ont vu les épisodes précédents, donc ceux où justement c'est un épisode spécial, le coin des auditeurs où je parle avec Charlotte, ils l'ont déjà découverte, donc ils connaissent un peu son monde, son rapport avec le Trône de Fer. Pour ceux qui ont eu la flemme de l'écouter ou que ça n'a pas intéressé, ces épisodes ont permis d'introduire Charlotte pour qu'elle puisse participer à l'émission. Donc avec Guillaume, on est ravis de t'avoir sur cette émission, on te remercie et puis on t'accueille avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie puisque c'est super de participer à un podcast comme ça sur un univers qu'on apprécie. C'est vrai qu'avec Guillaume, on s'était dit, Guillaume, tu me rattrapes si je dis des conneries, mais on s'était dit au départ que ça serait, je sais pas, improbable, voire même impossible qu'on accueille quelqu'un sur l'émission parce que ça voudrait dire que ça serait déjà quelqu'un qui a suivi tous les épisodes, ce que t'as fait heureusement, mais aussi qui justement sache exactement où on en est pour ne pas avoir de risque de spoiler. Donc au départ on pensait que ça serait quelqu'un qui vraiment a suivi la saga avec nos épisodes, mais si c'était quelqu'un qui avait déjà suivi toute la saga avec bien sûr le risque de spoiler, ce qui serait inacceptable en fait dans cet épisode. Donc Charlotte, je te fais confiance pour justement garder tous les secrets intacts. Ça marche. N'hésite pas à me faire des petits warnings si tu sens que... mais du coup, ouais, au départ, on pensait vraiment pas accueillir quelqu'un sur cette émission. Et du coup, même nous, on est curieux en fait. Je pense de savoir comment ça va se passer. Et en tout cas, si ça se passe bien, de réitérer ce principe-là. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Guillaume. Moi, sur le principe, je suis chaud. Et moi, de toute façon, j'ai pas trop d'inquiétude. Je suis sûr que ça va être grave cool. Et puis oui, si on peut de temps en temps accueillir des invités, c'est avec grand plaisir. Donc ouais, nouvelle formule. Non mais c'est bien parce que la famille s'agrandit. C'est vrai que comme on l'a dit au départ, on a commencé tous les deux dans notre chambre, voire la plupart du temps dans la chambre de Guillaume. Ouais. C'est le début d'une success story. Dans 20 ans, on dira oui, on a commencé le documentaire dans sa chambre. Maintenant, on a la Silicon Valley. On sortira le documentaire sur Amazon. Donc voilà, Charlotte. Et donc comme je vous l'ai dit, ceux qui sont des fidèles de l'émission, vous connaissez déjà Charlotte, donc pas besoin d'introduction et on peut se plonger dans cet épisode. Donc Guillaume, je te laisse faire le résumé du chapitre. Alors ouais. Donc dans un premier lieu, c'est un chapitre de Tyrion. Il me semble que c'est le 3e chapitre de Tyrion de ce 2e tome. Donc on retrouve Tyrion en pleine réunion de crise au sein du Conseil restreint. Et la nouvelle s'est désormais répandue par le biais de Stannis. Les enfants de Cersei seraient le fruit d'une relation incestueuse avec son frère Jaime. Quelle surprise. En tout cas, Littlefinger, lui, au sein du conseil, ne se démonte pas et trouvera un stratagème pour retourner la situation à leur avantage. Par la suite, Tyrion rejoindra ses quartiers et retrouvera les maîtres forgerons de Port-Réal pour un projet qui nous est encore un peu obscur. Enfin, en 3e partie, Tyrion se rendra dans un bordel tenu par une certaine Chataia, où il va en fait rejoindre Varys. Et on va apprendre que Littlefinger pourrait bien être celui qui a informé Stannis sur la relation incestueuse qu'entretient Cersei et Jaime. Ok, merci pour ton résumé, Guillaume. Avant toute chose, c'est vrai que pour mettre les choses en place, là on enregistre cet épisode au moment où le chapitre 12, donc le premier chapitre d'Daenerys vient de sortir. Donc Charlotte, t'as pas pu écouter les épisodes qu'on avait fait sur Jon ni sur Arya.
mais bon, je pense que Guillaume sera d'accord avec moi que c'est pas très grave. Quoi, peut-être à la limite le chapitre d'Arya il se passe des choses, mais en tout cas le chapitre de Jon, oui, enfin, tu connaîtras notre avis dessus, quoi. Ok. Bah après j'ai lu un peu le résumé sur le site de la garde et je crois qu'ils sont au-delà du mur, non, à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ils viennent de passer au-delà du mur. Donc ils sont vraiment sur une autre intrigue en fait. Ils sont pas sur celle qui se passe à Port-Réal du coup. Je pense qu'ils n'ont même pas commencé l'intrigue dans ce chapitre. Juste que le résumé que tu viens de donner, ils sont au-delà du mur suffit à résumer ce chapitre. C'est ça. Okay. T'as fait le résumé. Concernant le chapitre d'Arya, c'était bon, tu sais, là ils étaient un peu, enfin, c'était la bande d'Ayoren qui se baladait dans le Conflent. Ils sont arrivés près de Harrenhal et ils se sont fait attaquer par des soldats Lannister. Et donc au moment où on quitte Arya dans le chapitre, elle est en fuite suite à l'attaque et à voilà quoi, il y a un peu une débandade en fait de tout ce groupe. C'est l'escorte qui capote quoi. Mais en fait avant de commencer ce chapitre, je me suis dit que les chapitres on pouvait avoir des invités et Tyrion c'est totalement le comment dire le personnage adéquat parce que et ça en fait il y a beaucoup d'interactions avec énormément de personnages à la cour de Port-Réal, donc ça nous permet de parler d'intrigue, de politique, etc. Alors qu'il y a des personnages POV sur lesquels c'est je pense plus compliqué d'avoir des invités. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, Guillaume, mais je pense que par exemple sur les chapitres en fait, sur des chapitres, par exemple, où il y a beaucoup d'introductions, où il n'y a pas beaucoup de politique, où c'est beaucoup de lore, enfin, ça servirait pas à grand chose, quoi. Bon, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend de la richesse du chapitre. Pour moi, ça dépend surtout de la richesse du chapitre en termes de. Ouais. Ouais, pour le coup, je suis pas certain que ce soit vraiment le personnage en soi. Bah, j'aurais pensé, par exemple, sur les chapitres d'Arya, depuis le début, ça aurait pas servi à grand chose d'avoir Charlotte avec nous, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais typiquement, au premier tome, les chapitres d'Eddard, bah, comme tu le dis, c'était vachement riche, donc c'était vachement plus propice à la discussion, comme les chapitres de Tyrion en tout cas dans ce début de second tome. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas, Charlotte, est-ce que toi, je sais plus si on avait parlé, mais est-ce que toi, du coup, t'aimes suivre le personnage de Tyrion, ou en tout cas ses chapitres, est-ce que ça fait partie de tes favoris? Alors, je crois que j'avais dit un peu dans l'épisode du coin des lecteurs là, que c'était un peu difficile de choisir un perso vraiment favori. Et je pense que en fait, en relisant Tyrone, ça dépend vraiment à quel moment les persos sont dans l'intrigue et dans l'histoire aussi, dans leur histoire. Tu vois, genre Tyrone quand il commence, bah, enfin, non, je peux pas trop en dire, mais il y a un moment donné où Tyrone, de façon assez avancée dans l'histoire, bah, ouais, j'ai envie d'en découvrir un peu plus et d'en savoir davantage. Mais pour autant, c'était vraiment un plaisir de relire ce chapitre-là. Là, j'ai lu Fire and Blood et j'avais oublié parce que finalement c'est le même écrivain, mais c'est pas écrit de la même façon puisque l'objectif du livre, enfin, je veux dire, c'est Fire and Blood, c'est un recueil d'informations sur la famille Targaryen. Ça n'a rien à voir et c'est vrai que là, de me replonger dans des intrigues, c'était super chouette. Et Tyrone, bah, je vous dirai sans doute un peu plus tard, mais la façon dont c'est écrit avec sa petite voix off un peu enfin j'adore sa façon dont il perçoit les choses et dont il casse un peu les autres aussi. C'est vrai que sa petite voix off et tout, ça fait tout le charme du personnage un peu. En tout cas, voilà. Le chapitre débute donc dans le Donjon Rouge sur ce qui semble être une scène du Conseil restreint. Et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné depuis le début du second tome, mais le Conseil restreint a quelque peu changé par rapport au premier tome. Donc je vous pose un peu les questions à vous deux, Guillaume, Charlotte. Est-ce que vous savez qui reste et qui est parti du Conseil restreint depuis le premier tome? Alors je crois que je vais laisser répondre Guillaume parce qu'il est très calé. Et moi c'est vrai que j'aime vous écouter, mais vous faites le travail pour moi et je retiens pas tous les noms. Du coup, pour le coup, bah forcément, depuis le premier tome, forcément la main du roi a changé. C'est plus Ned, c'est Tyrion. Ensuite, il me semble que Janos Slynt a dégagé. Oui, alors Janos Slynt, du coup, il était devenu le commandant des... Enfin, en fait, il était le commandant des Manteaux d'Or déjà dans le premier tome, mais il est entré dans le Conseil restreint, bon, suite à toutes ces affaires avec Ned. Mais bon, vu que t'as raison, dans le dernier chapitre de Tyrion, celui-ci l'a dégagé et l'a envoyé au mur.
Ensuite, Stannis, je pense qu'il n'en fait plus partie. Il est plus, c'est plus Grand Amiral. Ouais. C'est pas et je ne sais pas qui l'a remplacé. Personne n'a remplacé pour l'instant, du coup, Stannis. Renly était le maître des lois, il me semble. Exactement. Et il te reste 3 personnes. Ouais, Renly, personne. En fait, personne n'a remplacé Renly et Stannis en tant que respectivement maître des lois et maître des navires. Parce que pour le coup, après le reste, Grand Maître Pycelle est toujours là, Littlefinger est toujours là en tant que trésorier. J'ai du mal à tous me les remettre là. Varys est toujours là. Ouais, bah là, t'as presque tout dit, t'en manques plus qu'un. Mais bon, le dernier, c'est trouvable. Ouais. Le dernier est trouvable. Est trouvable, mais il se fait discret un peu. Ouais. Est-ce que c'est Jaime qui représente la garde royale? Ouais. Ah, exactement. Ouais, je me suis dit, voilà. Putain, je devrais instaurer un jeu concours dans cette émission quand on a des invités. Ça donnerait des bons points. Exactement. Donc depuis, bon, j'en parlais un peu plus tout à l'heure, mais Jaime, en tant que commandant de la garde royale, est supposé être dans le conseil restreint. Bien sûr, on a Cersei qui remplace. Il y a aussi le roi, évidemment. Hein. Mais comme Joffrey n'a pas encore la majorité, c'est Cersei qui le remplace au sein du conseil restreint en tant que mère du roi et reine régente. Donc à présent, il nous manque donc un maître des lois, un maître des navires, un commandant de la garde royale. Vu que Jaime Lannister, précédemment évoqué, est à présent offert à vif zeg. D'ailleurs. Alors, est-ce que justement Guillaume, est-ce que ou Charlotte, hein, est-ce que vous vous rappelez comment il a été remplacé du coup, enfin comment il a été nommé membre capitaine de la garde royale, Jaime? Moi, j'ai le souvenir que Geoffrey lui fait un discours en mode merci pour vos bons et loyaux services, mais il est temps pour vous, Ser Barristan, de genre d'avoir une petite maison, de vivre pépère et tout. Et en tout cas, j'ai cette image dans la série où Barristan Selmy, il est là, mais non, moi je suis chaud pour rester et tout, et genre il est outré. Et au final, il enlève sa cape, il se barre, il claque la porte, et je crois qu'il dézingue 2-3 personnes qui essaient de l'arrêter en route. Genre. Exactement. Quel souvenir. Ouais. Alors dans la série, il est. Je pense qu'il met un coup de pression aux gardes qui sont présents, mais dans les livres c'est marqué que il a désarmé ou voire tué, je sais plus exactement, des gardes au niveau de la porte de la Gadou et qu'il s'est enfui. Mais c'est ça. C'est Barristan Selmy qui était le capitaine de la garde royale durant une bonne partie du tome 1 et qui s'est fait, comme tu l'as dit Guillaume, virer allègrement par Geoffrey. Dans mes notes, j'ai écrit que d'ailleurs, on ne sait toujours pas où il est passé, Barristan Selmy, et Tyrion, il s'en inquiétait dans le premier chapitre de Clash of Kings, argumentant que Barristan Selmy était le dernier survivant des 7 gardes royaux d'Aerys II, donc Aerys le Fou, et que les petites gens plaçaient Barristan Selmy aussi haut que Serwyn Bouclier Miroir ou le prince Aemon Chevalier Dragon. Donc voilà, c'est ces 2 figures emblématiques de la garde royale citées à plusieurs reprises au cours de la saga. Et que Tyrion s'inquiétait du symbole que cela pouvait avoir si on voyait l'ancien commandant de la garde royale chevaucher auprès de Stannis et Renly Baratheon ou bien de Robb Stark. Dernier survivant avec Jaime, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un garde. Un garde royal Jaime. Mais d'ailleurs, tu sais, dans la scène justement dont tu parlais où il s'est fait virer, quand Geoffrey dit que, alors je sais plus si c'est Geoffrey ou Cersei, un des deux, dit que c'est Jaime qui va remplacer Barristan Selmy au niveau de la garde royale, tu sais, il a cette réaction, comme tu dis, outrée, où il dit mais Jaime, le régicide, vous vous foutez de ma gueule. Si je me souviens. Quand on y pense, c'est un truc de fou de nommer un régicide capitaine de la garde royale, mais bon. Ouais, là c'est le pistonnage. Tu sens que c'est abusé, quoi. Et même de l'avoir gardé parmi les gardes, c'est vrai que si tu suis le serment un peu de la garde royale, je pense que à la base il aurait jamais dû rester. Mais bon, la famille est montée sur le trône, donc. Ah mais totalement. Hein. Enfin, je veux dire, heureusement que Cersei, Tywin, etc. Enfin, que Tywin est super puissant, que Cersei est la reine, mais Jaime jamais il aurait dû. D'ailleurs, il aurait même pu démissionner. Hein. Enfin, je veux dire, à ce stade-là.
Je pense il aurait il aurait appartenu à n'importe quelle autre grande maison. Je pense même Tyrell ou Stark et tout, il serait jamais resté. C'est vraiment parce que c'est vraiment le fils, le Golden Son de Tywin, quoi. Mais parce qu'il a rompu ses vœux en tuant le roi, du coup. Oui, il a bien rompu ses vœux, là. Il les a éclatés, ses vœux. À côté des mecs de la garde de nuit qui vont dans le village voir les prostituées, bon, bah lui, il l'a tué. Et voilà, Je pense qu'on peut instaurer une échelle de valeur. T'as totalement raison. Ouais. Je sais plus qui disait ça, le commandant de la, je sais plus qui disait, oui, bon, si je devais trancher la tête de tous ceux qui vont à la motte, pour voir des prostituées, on dirait plus personne pour surveiller le mur, quoi. Mais du coup, Guillaume, là, j'ai une question subsidiaire. Peut-être que tu t'en souviens aussi, Charlotte. Je pense pas, parce que ça apparaît vraiment, ça s'est dit une seule fois et on l'a évoqué qu'une seule fois au cours de ce podcast. Mais, on avait évoqué que justement, l'idée de remplacer, en tout cas de virer Bryce Selmy de la garde royale et de, enfin, même pas de remplacer par Jaime, mais juste d'évancer Bryce Selmy de la garde royale, venait pas forcément de Joffrey ou de Cersei. Non, je me rappelle pas de qui ça peut venir. Enfin, j'imagine peut-être Littlefinger ou non. Ouais, c'est le contraire, c'est Varys. C'est Varys, bon, voilà. Dans le premier chapitre de Clash of Kings, justement, c'est Cersei qui en parle à Tyrion et qui dit que c'est Varys qui a eu l'idée d'évincer Bryce Selmy, en fait. Et tu sais, on avait dit, mais ça fait longtemps qu'on a tourné aussi cet épisode, donc c'est compréhensible que tu n'en dises pas, mais on avait dit que c'était étrange que Varys ait cette idée-là, enfin, sachant que Varys s'y connaît en politique, et c'est pertinemment l'image que cela va renvoyer d'évincer Bryce Selmy, quoi. Ouais, c'est pas toujours évident de suivre. Enfin, on a un peu l'idée au fond de ce que veut faire Varys, mais il y a des moments où il sème le doute par des actions où c'est tellement stratégique que, ouais, je sais pas. Enfin, c'est pas évident. Bah, je pense qu'on va en reparler dans l'épisode, mais Oui. c'est l'un des trucs assez récurrents dans le podcast, c'est vraiment les intentions de Varys. En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai vraiment du mal à les percevoir. J'ai vraiment du mal à voir le endgame vraiment de toute sa stratégie et tout. Oui, c'est ça. Sur le long terme, il y a sans doute un fil conducteur et de bonne logique, mais là, sur des petits moments comme ça. C'est vrai que là, je pensais instaurer un deuxième jingle après le moment comète, c'est à chaque fois que Varys émet une chose mystérieuse, peut-être tu fais un petit jingle action Varys. Non, c'est vrai que Varys incompréhensible. Mais retournons au chapitre. Ah oui, parce qu'en fait dans mes notes je voulais parler un peu de la garde royale, de qui elle est composée, mais j'ai un peu la flemme de le rappeler parce que ça va être long et je pense pas que vous ayez forcément les souvenirs, donc on va zapper ce passage-là. Mais c'est vrai que la garde royale, du coup, elle est privée de son commandant, de son lord commandant. Du coup, il en reste que 6 à Port-Réal. C'est dommage, j'avais tous les noms, j'aurais eu des bons points. Non, je rigole. Ah, t'avais tous les noms? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La prochaine fois, je t'interrogerai dessus. Oups. Visiblement, en tout cas, la lettre de Stannis révélant au grand jour que le feu roi Robert n'avait pas laissé au monde d'héritier légitime, que Joffrey, Myrcella et Tommen n'étaient que le fruit des ancêtres de Cersei et de son frère Jaime, et qui revendique la place légitime de Stannis Baratheon en tant que souverain légitime des 7 couronnes, avait fait le tour du royaume. Tout cela, bien sûr, en la lumière du maître. Cersei en était fou de rage, et que ne peut-on pas la comprendre? Sa première réaction fut d'exiger qu'on brûle toutes les lettres, cette nouvelle ne devant ni arriver à son fils, ni à son père. Et du coup, je voulais vous demander à vous deux, est-ce que, à votre avis, Tywin, indépendamment de la lettre, il sait déjà que, en tout cas, que Cersei et Jaime fricotent de cette manière? Alors, je pose plus la question à Guillaume qu'à toi, Charlotte, mais où tu peux répondre en évitant évidemment tout spoiler. Ah oui, bah sans spoiler, juste comme ça, je me dis, il doit connaître ses enfants quand même, il les a vus grandir et il doit se douter. Ouais, à mon avis, je pense qu'il a vu ses gosses, il jouait pas qu'à chat, quoi. Non,
Mais non, mais déjà clairement, déjà si pour moi Tywin, en fait déjà la façon dont je le visualise, c'est un mec tellement puissant qui est déjà, je pense, c'est l'un des mecs les plus smart de tout l'univers de Game of Thrones. Clairement, si Littlefinger ou bon Varys c'est un peu particulier, mais si Littlefinger, Jon Arryn, Stannis, Ned ont réussi à être au courant, c'est impossible que lui il soit pas au courant de ce que ses gosses, de ce dont ses gosses sont capables. C'est pas du tout, tu vois, je le vois pas du tout comme le daron, d'une grande maison un peu tu vois, un peu niais et tout. C'est pas du tout son cas. Je pense qu'il connaît très bien ses gosses, il connaît très bien la personnalité, la faiblesse, les points forts de chacune des personnes qu'il fréquente. Donc moi je suis persuadé qu'il était au courant et que c'est en tout cas zéro surprise pour lui, quoi. C'est vrai que ça sera intéressant du coup de voir sa réaction à présent. Hein. Maintenant que cette nouvelle a fait le tour du royaume, on sait à quel point il passe, je sais pas, la réputation de sa famille dans son cœur. Je pense que ouais, sa réaction elle va être marrante à voir. Mais du coup, moi je me demandais de qui Cersei elle craignait le plus sa réaction. Est-ce que ça serait de son père ou de ses enfants et à fortiori de Geoffrey, quoi. C'est vrai que je la vois très mal expliquer à Geoffrey que bah non, bah, ton père c'est Jaime, quoi. T'es le fruit d'un inceste, t'es qu'un bâtard. Je pense que si son fils est au courant, elle trouverait, je sais pas, peut-être un moyen de lui cacher. Alors que son père, je pense qu'elle le craint. C'est exactement ce que je pensais. C'est Geoffrey. Bon, certes, c'est un chien fou, impossible à vraiment à diriger, mais je pense mais ça reste un gosse qui peut être crédule et que tu peux quand même manipuler sur certains points. Son père, Tywin, enfin, tu peux pas le bullshiter, quoi. Lui, il sait que tu sais, c'est bon. Genre, Non, je comprends ce que tu veux dire. Oui, elle pourra pas l'embrouiller, quoi. ouais. Et je pense que Tywin, enfin, on l'avait déjà vu avec Tyrion, genre, il lui dit, toi, tu vas être main du roi, tu vas faire ce que je te dis. Enfin, il a une influence et une emprise sur surtout sur ses gosses qui est monstrueux, quoi. Mais ça me fait penser à une scène de la série parce que pour l'instant, Tywin, on l'a vu interagir que seulement avec Tyrion au niveau de ses enfants. Alors que tu sais, dans la série, il y a cette scène emblématique de la saison de Game of Thrones où on voit Tywin dépecer ce cerf devant Jaime et qui lui parle de l'importance de la famille, l'importance du nom. C'est sa première apparition, il me semble, de mémoire. Ouais, la première apparition de Tywin, elle est vachement marquante, cette scène où on comprend le personnage de Tywin en une seule scène, quoi. C'est impressionnant. Et on voit que comme tu dis, Guillaume, l'emprise qu'il a en fait sur ses enfants et donc là en exemple Jaime, quoi. Mais pour Tyrion, au niveau de cette affaire, rien ne sert de s'agiter. Tout le monde était déjà ou n'allait pas tarder à être au courant en sortant une de ses phrases les plus iconiques de la saga. La chanson est chantée, le vin versé, la gueuse engrossée. Génial. Marrant. En tout cas, personnellement, j'aime bien la façon dont Cersei se défend avec virulence de ces accusations, et on aurait presque envie de la croire tellement elle feint avec justesse l'indignation. Et en écrivant ces mots dans mes notes, je n'avais pas encore lu les pensées de Tyrion et me suis senti totalement en accord avec lui quand un peu plus tard dans le texte est écrit, je cite, « L'indignation avec laquelle Cersei rejetait des accusations qu'elle savait pertinemment fondées ne manquait pas d'époustoufler Tyrion. » Et en fait, il continue ensuite en pensant que Cersei méritait de monter sur les planches car elle était parfaitement douée à la comédie. Et en fait, quand on y pense, je me dis que Cersei ait pu, depuis que Geoffrey soit noué, donc depuis 15-16 ans, je crois, qu'ils ont le même âge avec Robb, qu'elle ait pu jouer de la comédie à ce point-là envers Robert, mais envers toute la cour, dire que, feindre, pas l'amour pour Robert, mais en tout cas feindre que ses enfants étaient les héritiers légitimes, et la façon dont elle, dans cette scène du conseil restreint, ment effrontement à tout le monde en disant mais non, mais comment il ose m'accuser d'inceste, comment il ose juger mes enfants de bâtards, Cersei, c'est une comédienne, quoi. C'est une pure comédienne. J'ai relevé aussi la phrase que tu avais notée, parce que j'ai vraiment aimé comment Tyrone, il écrit ça.
Et c'est drôle, j'ai l'impression qu'il découvre sa sœur, en fait. Sans doute oui, dans le monde politique, ça s'était jamais sans doute prêté avant, forcément, mais qui lui découvre des talents qu'il la connaissait pas si bien que ça. Ouais. Bah après, je sais pas trop si c'est vrai que Tyrion, il était dans la cour de Port-Réal depuis que Cersei est arrivé à la cour avec Robert, mais je pense que il a, enfin peut-être qu'il savait que c'était une menteuse, mais qu'elle était aussi bonne menteuse. Je pense Ouais. que ça, il le découvre, ouais. Non mais je rejoins un peu Ilan sur la question. Genre, je pense qu'il connaît bien sa sœur, mais que là, je pense, elle atteint tellement, elle est tellement au sommet de son art qu'elle fait, ouais, elle dépasse ses limites, quoi. Là, tu sais, elle est dans la zone, quoi. Elle est dans son élément. C'est bon, elle a atteint le sommet de son art. Mais et tu sais, plus là quand j'en ai parlé et en l'évoquant avec vous, en fait, je me dis qu'il y a peut-être même un point où Cersei, elle a atteint une psychopathie où elle se dit même à elle-même que ses enfants sont légitimes, quoi. Alors, eh bien, elle sait que ses enfants sont nés d'un inceste, mais elle se dit non, mais mes enfants sont légitimes. Ne venez pas leur chercher des noises, ne venez pas chercher de dérangement. C'est mon fils est le roi, quoi. Et il y a cette chose en elle qui, tu sens que ça l'a fait péter un câble, que tout le monde soit au courant. Ouais, tu sens des fois vraiment, enfin, en tout cas, t'as vraiment, c'est vachement bien retranscrit, je trouve, vraiment la façon dont elle s'exprime. T'as vraiment l'impression de voir, je sais pas, quelqu'un de psychotique qui est auto-persuadé de ce qu'il raconte, quoi. C'est vraiment fou. Alors, moi, personnellement, je pense que, et peut-être que je me trompe, mais la seule personne à laquelle Cersei est honnête dans ce monde, ça pourrait être Jaime. Mais c'est vrai que Jaime et Cersei, je crois même pas qu'on les a vus beaucoup interagir depuis le début de la saga, hein. Voire pas du tout. Je pense à la scène où, au tout début du tome, juste après la tentative d'assassinat de Bran, et du coup, et forcément pendant leur scène d'inceste, et juste après le petit déjeuner qu'ils prennent avec Tyrion. Mais depuis ce moment-là, je sais pas si on les a vus interagir entre eux, quoi. Je sais pas si ça te dit quelque chose, Charlotte. Moi, ça me dit pas, ça me dit. Non, me dit rien. j'ai pas de souvenir là-dessus. Qu'on les ait revus Mm. ensemble ou échangé des mots. Mm. Des fois, c'est fou parce que tu dis, il y a tellement une pléthore de personnages que il y a des personnages, tu penses qu'ils ont interagi ensemble alors que ils ont dû se parler une ou deux fois dans la saga, quoi. Mais c'est vu qu'il y a pas de il y a pas réellement de point of view, enfin, il y en a pas ni de Jaime ni de Cersei. Ouais, souvent en fait, ouais, tu les vois pas, ou alors tu les vois à travers les yeux d'un autre personnage, mais je crois pas que ce soit vraiment arrivé depuis un bon moment en tout cas. Oui, ça a pu se passer en fait, mais sans que les personnages qu'on suive ne le sachent. Parce qu'au début, on l'a su juste grâce à Bran, pardon. Et après, on n'a jamais eu de personnages qui se sont retrouvés face à eux. On peut imaginer n'importe quoi en fait. Peut-être que ils ont échangé souvent sur cette situation, mais on ne saura jamais du coup. C'est ça. Les mots de la lettre de Stannis qui intriguèrent Tyrion furent en la lumière du maître, qui signait celle-ci, et le grand maître Pycelle apporta quelques explications. C'est ainsi que parfois, les lettres et missives venant des cités libres étaient signées, qu'elles étaient rédigées en regard du dieu de la lumière, R'hllor. Littlefinger ajoute que Varys les avait informés que Lady Sélise, la femme de Stannis, s'était rapprochée d'un prêtre rouge il y a quelques années de cela. On peut se douter qu'il s'agisse de Mélisandre, au vu des précédents chapitres, mais cela faisait donc plusieurs années que Lady Sélise s'était engagée dans cette religion. Ça, on l'apprend. Alors au départ, j'ai pas très bien compris quand il a dit que ça faisait quelques années que Lady Sélise s'était rapproché d'un prêtre rouge, parce que je me suis dit que ça fait quelques années, tout le monde devrait être au courant, et pas seulement Varys, vu que Stannis était à la cour, c'était à la main du roi. Mais en fait, on avait appris que en fait Stannis il amenait pas du tout Lady Sélise et sa fille à Port-Réal et qu'il les laissait à Père-Dragon. Donc en fait, c'est totalement possible que Lady Sélise restant à Père-Dragon, elle lui aurait eu tout le temps d'être approchée par Mélisandre, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'indications sur la rencontre et sur comment s'est créée cette relation en fait entre les trois personnages. Donc Stannis, Mélisandre et Lady Sélise. En tout cas, on a quand même. Ouais, je te laisse la parole. Non, vas-y. Non, vas-y, toi, c'est toi l'invité. Après, j'allais dériver un peu. C'est sûr qu'on sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, je trouve que dans ce passage-là du texte, on voit que
les gens de Port-Réal en fait ne savent vraiment trop rien, enfin ne connaissent pas grand-chose sur cette religion-là parce que c'est Paisel qui leur dit que c'est comme ça que signent les gens qui croient au dieu des prêtres rouges, mais a priori eux ils connaissent pas grand-chose de ça. Je suis d'accord, j'avais pas pensé. C'est vrai que bah forcément Game of Thrones ça se passe pas comme chez nous à l'ère de l'information où l'information il y a une mondialisation de l'information, etc. Donc Ouais, ouais, en fait je pense que... Attends, mais Guillaume, je pense que les Américains, 2001, à la Walkback, c'était tout nouveau pour eux, hein. Est-ce que quelle est cette religion pratiquée par plus de 1 milliard de personnes? Limite, peut-être que je l'enlève au montage, celle-là. Ouais, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est vrai que forcément, si c'est, en tout cas, ce qui transparaît de cette info, c'est que effectivement, la religion du Maître de la Lumière, c'est pas du tout quelque chose de répandu ou de notoriété publique au sein des sept couronnes. À la limite, j'imagine que j'essaye de me mettre à la place du mec du bas peuple, le mec qui a toujours vécu sur l'île aux ours, tu vois, qui sait pas grand chose. Bon, lui forcément il connaît il connaît les anciens dieux, mais j'imagine le petit paysan du sud, ça se trouve les anciens dieux, c'est même un truc un peu un truc dont il a vaguement parlé. Lui, il a tout, ouais. Un peu mystique. Lui, il a toujours entendu parler des sept, et c'est tout, quoi. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas tant de religions que ça qui sont répandues au sein des sept couronnes, quoi. Et donc, forcément, le Maître de la Lumière, ça a l'air d'être quelque chose vraiment. C'est vrai que comme religion, pour l'instant, on connaît la religion des anciens dieux, forcément, venant des enfants de la forêt, les Barals, etc. La religion des Sept, la religion du dieu noyé, faut pas l'oublier, au niveau des îles de fer, et puis la religion d'Urlor. Donc voilà, donc ça fait 4. Peut-être qu'il y en a que j'oublie là, mais faudrait me le rappeler. Il y a peut-être des dieux d'Otrak ou des trucs un peu comme ça, mais... Ah mais non, et là, en fin de chapitre, on vient d'avoir les dieux des îles d'été aussi, nouveau dieu. Ah oui. Plus intéressant. Tyrion, il a l'air très intéressé. Mais finalement, je rejoins un peu ce que vous aviez dit dans l'épisode de Daenerys, donc il y a 3 épisodes, où en fait les autres religions, elles paraissent assez plates par rapport à ce qui se passe avec Mirri Masdur et avec les dieux de la lumière et tout ça, où il y a des trucs qui semblent concrets, où il se passe quelque chose, là où les sept en fait, à part une croyance, on sait pas quoi, il y a pas eu d'apparition, il y a pas eu de ça fait un peu il y a pas eu grand chose ouais, tu dis ça casse pas 3 pattes à un canard, alors que l'autre, tu vois Mélissandre, tu vois les dingueries qu'elle fait, tu signes, hein, tu fais OK. Les arguments de vente, ils sont incroyables, quoi. Tu signes à faire marché conclu, quoi. Ça m'avait beaucoup plu dans mon premier visionnage de la série et aussi dans la lecture, parce que il y avait ce côté, ouais, ok, c'est une religion comme on en a nous dans notre monde, on y croit, on n'y croit pas, mais aujourd'hui il y a plus trop d'apparitions de ça. Enfin bon, voilà. Et mais en fait, petit à petit, le fantastique, il arrive à s'immiscer. Tu dis, c'est chelou, il se passe des trucs ailleurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Puis en fait, le fantastique après l'emporte un petit peu par rapport aux prêtres rouges et tout ça. Enfin voilà, il y a des choses concrètes qui se passent, mais j'avais bien aimé ce truc un peu crescendo de ouais, on n'y croit pas, c'est que des histoires qu'on raconte par les vieilles nanes et tout ça. Et en fait, il y a peut-être plus de choses que ça. En rajoutant un petit point, je pense aussi que le dieu noyé a fait une certaine apparition, c'est-à-dire qu'on a cette histoire avec comment il s'appelle encore, avec d'une part Aeron Greyjoy, donc le frère de Balon Greyjoy, donc et qui justement
Théon nous dit qu'avant il était un peu dépravé et il a eu, je crois qu'il a eu un accident, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il s'est noyé et qu'il a été ressuscité entre guillemets et que depuis il est devenu un nouveau, un prophète si on peut dire ça comme ça. Et Guillaume avait fait la réflexion qu'il s'était passé un peu la même chose avec Bariol lors du naufrage du navire de Lord Stephen Baratheon en revenant d'Essos pour rechercher. Alors je crois que c'était pour rechercher une princesse pour Rhaegar et que Bariol avait été entre guillemets ressuscité de la même manière qu'avait été ressuscité Aeron Greyjoy quoi. Après, je trouve que ça peut plus s'apparenter à de l'interprétation de gens très croyants. Plutôt que voilà, les ombres qui apparaissent dans la tente de Daenerys. Bon, bah, voilà, elles sont là, quoi. Il y a quelque chose de fort. Il y a eu un zombie après. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses et, enfin, un zombie. On va dire qu'il était dans un sale état, du coup, Khal Drogo, mais voilà. Mais pour autant, mais là, ça a pas tellement lien avec la religion. C'est-à-dire que ça, c'est comment dire, la magie d'ensorceleuse d'ombre d'à la fois Mirri Maz-Duur et de Mélisandre quand elle tue, comment il s'appelle encore, Mestre, le maître du prélude de Clash of Kings. Mais est-ce que ça a un lien avec le Dieu Lore? Ça, c'est. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'épée en flamme de Tauros de Myr, là, c'est quelque chose. Ouais. Oui, alors que quelqu'un qui survit à une noyade, ça peut arriver. C'est peut-être pas toujours de noyer, mais quand t'es très croyant, tu mets ça sur le dos de ton Dieu, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'était super intéressant comme réflexion. Donc, au départ, peut-être que j'ai regretté de t'avoir invité, mais grâce à cette réflexion, non, le doute s'est évaporé. C'est bon, j'ai passé le test. Mais quand t'as dit ça, ça me fait penser que c'est vrai que même Tyrion a l'air, une méconnaissance totale de cette religion, alors que Tyrion, on sait que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très curieux. Donc le fait que il ne sache pas ce que signifiait en la lumière du maître, en dit beaucoup sur la connaissance qu'ont les gens de West. Enfin, je veux dire, si Tyrion ne connaît pas ces termes, bon, je pense que, comme tu dis, Guillaume, les Pequenots de Westeros, alors pour eux, c'est zéro, quoi. Alors, ils en ont absolument pas entendu parler. Après, Tyrion, il lit beaucoup, mais est-ce qu'il lit pas surtout l'histoire de Westeros avec les dragons, avec les Targaryens? Est-ce qu'il s'intéresse aussi à ce qui se passe de l'autre côté en Essos? Après, je me dis que s'il s'intéresse aux dragons, il doit s'intéresser quand même aux origines des dragons, à l'antique Valyria, tout ça. Donc, quand même, il devrait s'intéresser un petit peu à Essos. Hein. Mais c'est vrai qu'il connaît pas, par exemple, la religion des îles d'été qu'on voit à la fin du chapitre. Hein, donc, c'est vrai que peut-être que ce qui se passe... Mais ça fait un peu... comment dire, c'est l'occidental en fait qui dénigre un peu les religions orientales, tu vois. Typiquement, oui, enfin nous on est la région de Seth, vous vous avez vos religions, mais bon, Joseph quoi. Enfin voilà, vous êtes des peuples autochtones, vous n'êtes pas civilisés, ça m'intéresse absolument pas. Et il y a peut-être pas eu beaucoup d'écrits des maîtres sur ce qui se passe en Essos, parce que lui c'est ça, il lit, donc ça a été rapporté par des maîtres. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont partis voyager là-bas et qui sont venus rapporter comment se déroulent les autres religions? Ah, intéressant comme question. Là, il y a un maître justement, je sais pas si tu te souviens de son nom, qui a fait ce genre de voyage, qui allait jusqu'en à Ashaï, les contrées de l'ombre, et qui a appris les arts à Mirri Maz-Duur. J'ai plus du tout son nom, mais oui, on sait que Mirri Maz-Duur, elle avait appris la médecine Westerosi auprès d'un maître, mais je me souviens plus qui. Avec le maître Marwyn. Ok, continuons sur le chapitre. En tout cas, quand Davos disait que la nouvelle religion de Stannis allait avoir un effet néfaste sur la population, il n'avait pas tort, et c'est cet argument que compte utiliser Tyrion afin de discréditer Stannis. Donc oui, ça rejoint un peu ce que tu disais, Guillaume. Bon, déjà que le fait que la religion soit inconnue au bataillon, auprès des habitants des Sept Couronnes, mais en plus que si on leur impose cette nouvelle religion, en vrai, c'est un truc de ouf, parce que c'est comme si... aux États-Unis, tu vois, t'as le président qui commence à jurer sur le Coran, tu vois. Il y a un truc, ça va pas coller. T'as quand même une tradition. Enfin, c'est compliqué. Hein. Enfin, c'est même impossible en fait de changer. On en avait déjà discuté je crois pendant un précédent épisode que ça allait lui porter préjudice. Et c'est ce qui semble se confirmer. Le conseil restreint, il laisse ça. Le conseil restreint est en train de dire
Clairement, ça va être un point sur lequel on va pouvoir le tacler, quoi. Ah, mais ça me fait penser aussi que avec des dieux, on a aussi la notion de dieu valyrien. Parce qu'on avait appris dans le chapitre de Daenerys que les dragons de Aegon et Caesar portaient le nom de dieu de l'antique Valyria, ouais. Exactement, ouais. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que par exemple quand Aegon et ses sœurs sont arrivés à Westeros et qu'ils ont conquis le royaume, est-ce qu'ils ont voulu imposer leur religion de Valyria ou est-ce qu'ils se sont convertis, tu vois, soit à la religion des Sept ou à la religion des anciens dieux, quoi. Très bonne remarque, j'en ai aucune idée. Du coup ça c'est un truc que Charlotte, je pense, sait après avoir lu Fire and Blood. Un petit peu plus, ouais. Oui, après, c'est vrai qu'il rentre, il parle succinctement aussi, le maître, parce il couvre 300 ans quasiment, enfin un petit peu moins, mais du coup dans un livre de 500 pages, donc c'est pas autant développé, mais... 500 pages, mais t'as quelle édition? Non, je sais plus. 1000 pages, non, pardon, ouais, t'as raison, excuse-moi. Effectivement, oui. Mais ça se dévore comme si c'était 500 pages. Même pas, parce que même pas, je le trouve. Voilà, il me reste 2 chapitres, ça fait 3 mois que je suis sur le livre. Cersei, après avoir voulu brûler toutes les lettres, exige ensuite qu'on coupe la langue à tous les individus surpris de proliférer, que Geoffrey soit un bâtard et qu'il soit le fruit d'un inceste. Et j'adore la réponse de Tyrion. Une sottise. Quand vous arrachez la langue d'un homme, vous ne prouvez pas qu'il est un menteur. Vous avertissez seulement le monde que vous redoutez ce qu'il proliférait. Et c'est super, c'est super intéressant comme réflexion. Ça pose la question en fait de la liberté d'expression et de ce qu'elle signifie, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui apprécient les chapitres de Tyrion, parce que c'est bon, ils sont souvent intenses en réflexion, en doute verbal, en combat psychologique, mais cette phrase quand il dit en fait ça sert à rien de priver un homme de sa parole, parce qu'en fait vous allez avertir les autres que vous craignez en fait ce qu'il pense et ce qu'il dit, quoi. Super intéressant. C'est sûr que comme censure, c'est pas très, j'allais dire délicat, mais ça se voit, quoi. Enfin, je trouve pas le mot. Comme genre de censure, c'est. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, la censure et la prohibition, ça a jamais tellement marché pour quoi que ce soit. Il y a toujours un moment où ça pète parce que les gens se rendent compte au final que je sais pas, soit soit c'est mal jugé, soit il y a quelque chose de sous-jacent. Mais le fait que même Tyrion ait compris de cette manière que la censure en fait ne va jamais marcher pour une anecdote comme celle-ci. En tout cas, si elle est visible, ça va se répéter, ça va s'amplifier, quoi. Et si elle est aussi visible que de couper la langue des gens, là tu comprends clairement qu'il y a une censure et c'est vraiment perspicace en fait ce qu'il dit. Mais je sais plus ça doit être partout, mais je crois que j'avais lu dans quelque chose de précis récemment où c'est quelqu'un qui disait que si tu veux faire répéter une rumeur, ne la censure pas, mais justement justement censure-la, et c'est à ce moment-là qu'elle va proliférer, parce que les gens en fait ils vont continuer à répéter même de manière sous-jacente pour que ça éclate en fait. Bah, tu dis à un enfant de ne pas s'approcher du feu, il va se demander ce qu'il y a de si génial près du feu. Ça s'appelle, je crois en psychologie, ça s'appelle genre l'effet stressant parce que c'est l'anecdote où il y avait un paparazzi qui avait posté la photo de Barbara Streisand dans un journal, mais personne n'avait rien à foutre. Et en fait, c'est à partir du moment où elle a lancé des poursuites judiciaires pour que ce soit enlevé du journal, que genre tout le monde connaissait l'adresse de sa maison et tout, parce que et tout, du coup ils ont appelé ça l'effet stressant. Mais tu sais que tu parles d'effet stressant, justement, c'est récemment que je viens d'entendre aussi, tu sais, avec alors c'est dans les derniers jours où il y a eu je sais pas si t'as entendu parler, l'interdiction par la Fnac du jeu Antifa, et par on avait jamais entendu parler de l'extrême droite et les syndicats de police. Et du coup, à cause de l'interdiction, le jeu il peut même plus être vendu parce qu'il y a plus d'exemplaires en fait en vente. Bah oui, tu pointes le truc en fait, donc tous les regards vont par là, quoi. Cela étant dit, d'après Tyrion, il fallait tout simplement laisser couler cette affaire, laisser les gens parler. On n'en retiendra qu'un simple commérage inventé pour justifier l'usurpation
du trône par Stannis. De toute façon, il n'apportait aucune preuve à ses dires, et il n'y en aurait jamais aucune, vu que tout ceci n'était que mensonge. Bon, Tyrion, en pensant cela, cligne des yeux fortement à Cersei. Mais une preuve existe. Edric Storm, pupille de Courtney Penrose, le gouverneur d'Académie. Alors c'est vrai que ça, on en avait parlé dans le chapitre de Davos. Et justement, je sais pas si tu vois Guillaume ou Charlotte, mais quand on évoquait quand justement ils évoquaient le fait qu'il y a aucune preuve, c'est Fanny qui dit que oui, il y a une certaine sorte de preuve, Edric Storm, le bâtard qu'il a engendré, Robert quoi, mais qu'il a reconnu officiellement vu qu'il a engendré avec une femme de la maison Florent qui est d'une noble famille. Ouais, oui. Non mais clairement, déjà, même de base, je trouve que quand même l'argument des cheveux noirs, c'est très empirique hein, comme preuve, hein, enfin comme argument. Ça a rien de très concret, mais pour des gens du peuple qui ont jamais vu la gueule de Robert, quoi, qui l'ont vu que sur des gravures, non mais laisse tomber quoi. Enfin, c'est quoi ce genre d'argument? Comment tu veux prouver ça? Regardez le Edric Storm, il a des cheveux noirs et pas Geoffrey. Non mais. Et il y avait pas un moment quand Ned il faisait son enquête, comment Robert il reversait pas quelque chose du coup Ah non, c'était à Gendry. Oui, parce qu'ils ont découvert que ce soit Ned ou Jon Arryn, Stannis, ils ont découvert Gendry, hein, le forgeron, mais moi, ok, t'en as un, deux, etc. Mais en fait, déjà, il y a que le bâtard Edric Storm qui a été reconnu. Les autres, c'est des bâtards. Ils se disent que c'est un bâtard parce que Ned, il s'est dit, il a la même physiologie que les Baratheons, ça doit être un bâtard de Robert. Mais en vérité, même là, il y a aucune preuve, quoi. Il y avait pas une genre d'implication de la part de Robert, du coup, je sais plus, qui donnait de l'argent à... Ah non, c'était Varys en fait qui donnait justement une sorte de pension pour préserver. Oui, en fait, il donnait une pension à Tobomot, le maître armurier, pour qu'il prenne Gendry sous son apprentissage. Okay. Mais même Tobomot ne savait même lui il savait même pas qui est-ce qui lui donnait de la thune. Il a dit c'est un mec avec un velours violet là qui est venu, un pourpoint violet. Ah oui, c'est vrai. Un peu dodu. Oui, donc en fait, il y a rien qui l'implique directement. Non. Mais encore et toujours, action Varys. Pourquoi Varys, tu vois, protégeait Gendry et l'avait placé là-bas action Varys. Aucune idée. Mais Guillaume, toi, t'évoquais la dernière fois, réflexion très intéressante, le parallèle avec House of the Dragon, et donc justement, bon pour ceux qui ont vu la série, toute cette histoire avec les enfants de Rhaenyra, et que même là, en étant la cour de Port-Réal, en ayant devant les yeux le fait que, qui ressemble absolument pas à des Vélarions, et que le père des enfants supposés en tout cas était présent à côté d'eux, ça avait pas, en tout cas, les rumeurs couraient, ça c'est sûr, mais tu peux pas prouver que ce n'est pas les enfants de et puis à la cour le premier qui s'exclame, et on l'a bien, ça s'est confirmé dans la série, c'est parjure quoi, c'est un crime de parjure envers la couronne, et hop, exécution. C'est confirmé. Le gars qui va arriver devant Cersei dans sa cour et qui va lui dire t'as engendré un bâtard, dans la seconde il a sa tête coupée quoi. Littlefinger est en accord avec Tyrion et cherche même à en rajouter, pensant qu'il faut répondre de la même manière à ces accusations. Littlefinger évoque donc le fait que Lady Selyse ait pu, en restant loin de son mari qui restait à la cour, à Port-Réal, avoir un amant, et que de cette liaison serait née leur fille Shoren, qu'on avait aperçu lors du prélude du tome 2 de Clash of Kings. Alors on rappelle que Shoren était déjà évoqué dans le tome 1 par Renly Baratheon, qui l'a qualifié comme le laideron des filles de Stannis, parce que en effet, Shoren avait hérité du physique peu avantageux de ses parents, mais aussi des restes d'une léprose qui avait failli la tuer au berceau, qu'au niveau de sa face et de son cou, sa chair s'était pétrifiée, et qu'il n'y reste que des écailles et cloques noires.
En lisant un peu les notes que j'ai écrites, je me suis vraiment dit que c'était un peu la même chose qu'avec Tyrion, c'est-à-dire que quand tu lis la description qu'on donne de Shoren, tu dois te dire qu'elle est vachement moche. Et tu sais, dans la série, Shoren, mis à part bien sûr ses cloques et sa léprose, hein, c'est une fille super mignonne, quoi. Et Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Tyrion, c'est-à-dire que Tyrion, il a les yeux verrons, il est moche, il boite, etc. Alors que bon, Peter Dinklage, il a un petit charme. oui. Voilà, quoi. Même si c'est un nain, il a un charme. Bah, c'est sûr qu'ils ils ont choisi des personnages un peu plus embellis pour que ça passe bien. Je pense aussi que c'est pas toujours évident de défigurer complètement quelqu'un. D'ailleurs, c'est plus tard, mais à un moment, Tyrion est blessé. Et je sais que dans le bouquin, il est assez marqué. Et justement, j'avais vu une interview de Martin qui disait mais pourquoi vous l'avez pas balafré comme dans le bouquin? Et en gros, il disait mais on va pas lui faire on va pas lui faire un maquillage qui coûte 10 000 balles à chaque à chaque à chaque prise, quoi. C'est une prise de tête de ouf. Donc effectivement, si c'est pour trouver, enfin déjà va caster un nain avec les yeux verrons et tout, mais si c'est pas ça, pour le maquiller, lui faire je sais pas quoi, un nez tordu, un je sais pas quoi, enfin des oreilles pointues, laisse tomber, quoi. Ça me fait grave penser à pareil le casting d'Harry Potter où Harry par exemple est supposé avoir des yeux verts et ils ont essayé de lui mettre des lentilles au départ à Daniel Radcliffe. Ils ont fait une prise, ils ont dit c'est mort, ça coûte cher, c'est super galère à lui faire porter, on va l'enlever. Et pareil avec Hermione qui est supposée avoir des dents de lapin. Ouais, ils ont fait une prise dans le premier film. Et pareil, ils ont dit ouais c'est mort, on va pas garder ça pendant le reste de la saga. Voilà quoi, c'est pas du tout pratique. En tout cas, pour Littlefinger, plus l'histoire sera choquante et sordide, plus elle sera corportée. Aussi avance-t-il donc la possibilité que Célise ait pu avoir des relations avec le fou de sa fille, Paréol. Cersei paraissait ravie de cette idée, qualifiant Littlefinger de pervers, Tyrion rajoutant qu'il était toujours aussi bien menteur hors pair. Et bon, Littlefinger, on savait que c'était un mec vicieux, mais la façon dont il le dit, oui, on devrait répondre de la même manière et même en rajouter de façon très sordide. Enfin, tu sens que le gars, il est vicieux, quoi. Il est vraiment vicieux, ce gars-là. Bah, et ce qui m'a étonné, je me souvenais plus comment était le grand maître en fait dans les livres. Bon, dans les films, il est bon là, il est pas très respectable, on va dire. Il est voilà. Mais et là, il défend en fait tout le monde. Il défend Célise, il défend Shoren. Enfin, j'aime bien la façon. Je me rappelais pas qu'il était comme ça. Et du coup, ça casse vachement avec Peter, qui lui. C'est une réflexion super intéressante parce que j'ai eu exactement la même réflexion en lisant le chapitre et en lisant le moment où le maître Paisel il défend. En fait, il est contre l'idée de Littlefinger en disant que Bariol c'est le fou. Vous pouvez pas émettre cette idée. Il y a quelque chose de contre-moral, quoi. Et alors que t'as raison, dans la série, le maître Paisel, il est immoral au possible, quoi. Bah ouais. Là, on sent qu'il y a une divergence mais profonde de personnages entre les deux, entre la version du livre et de la série. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être que c'est qu'en apparence, c'est qu'on n'a pas tout vu, mais là, à ce moment-là du livre, il est choqué de voir qu'on puisse faire ça à Célise et qu'on puisse mal parler d'une gamine qui a failli mourir d'une maladie et qui en a des conséquences, quoi. Après, il essaie peut-être de garder la face et tout, de jouer son rôle de grand sage, hein, alors que... Peut-être. Et c'est là que ça m'a frappé, parce que quand on y réfléchit, Tyrion, il a toujours pas confronté Littlefinger par rapport à la dague. Dans le premier chapitre du tome 2, t'as Tyrion qui est en présence de Littlefinger et qui s'était dit il faut en causer, et vite, par rapport à cette histoire, mais depuis, il y a rien eu. Alors que, on aurait pu penser que c'était la première affaire dont se serait occupé Tyrion, avant toutes les histoires de Manteau d'Or, quoi.
Ouais, tu m'étonnes. C'est genre le mec, genre le mec, il s'est retrouvé dans une cage tu sais, à 500 mètres de hauteur, dans le vide et tout. S'il revient à Port-Réal, moi, la première chose que je vois Littlefinger, c'est toi là. Parce que tu sais à quel point j'en ai chié à cause de toi. Non, mais c'est vrai, quoi, parce qu'il y a eu des sous-entendus. Tyrion sait, Littlefinger sait, Tyrion sait qu'il sait, Littlefinger sait qu'il sait qu'il sait, mais il n'y a pas eu de confrontation entre les deux. Et, enfin, Tyrion, c'est la main du roi, là, il est tout puissant, entre guillemets. Donc, pourquoi il a toujours pas confronté Littlefinger par rapport à, alors que tu viens de le dire, Guillaume, hein. Enfin, Tyrion, il en a chié avec, par rapport à toute cette affaire. Juste à cause du mensonge de Littlefinger, quoi. Et dans ses arrière-pensées, on n'a pas l'impression que ça lui est resté en travers de la gorge là quand il évoque un peu quand il fait part de ses réflexions par rapport à ce que Littlefinger dit. Bah, il y a pas forcément, on sent pas qu'il y ait quelque chose de ce genre en fait derrière. C'est même, ça en est presque limite incohérent parce qu'à un moment, quand il observe Littlefinger s'exprimer, il se dit, il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Il fait, mec, comment ça, il est plus dangereux que ce que tu pensais? Le mec, il t'a envoyé à cause de lui là. Tu t'es retrouvé comme un clochard à survivre dans les montagnes du Val d'Arin et tout. Genre, d'où il est plus dangereux que ce que tu pensais, quoi. Enfin, ouais, comme tu dis, il y a quelque chose de... Enfin bon, après, on n'a pas fini le tome, hein, mais là, pour l'instant, il y a quelque chose, je capte pas pourquoi il a toujours pas confronté. Il y a un autre moment dans ce passage qui m'a vraiment fait sourire, c'est quand Tyrone souligne le fait que Cersei, elle a eu pour Baelish en fait le même sourire qu'elle réserve à Jaime par rapport à ses conspirations et qu'elle lui sort, vous êtes un pervers, Lord Peter. En fait, je me suis dit mais et l'autre lui répond oh là là votre grâce me comble. Enfin vraiment, il y a un truc là. Vraiment dégueulasse. En fait, ouais c'est ça et ça soulève enfin. Ok, Lord Petyr, on voit dans ses idées qu'il est pervers, mais elle, du coup, ça la rend encore plus perverse, quoi, de kiffer que le mec qu'il ait des idées dégueulasses, quoi. Ah, mais Cersei, c'est un peu comme, elle a ce côté psychotique, un peu. Elle a ce côté où on sent une vraie part sombre chez elle, quoi. Et le fait est que même que, comment dire, par exemple, par rapport à que ce soit dans des idées vraiment, enfin, je veux dire pervers comme ça, mais ou des idées vraiment dangereuses et sombres comme la chute de Bran, on sent que elle a aucun remords par rapport au fait que Jaime ait poussé Bran de la tour, quoi. C'est vrai. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'était Littlefinger, grâce à ses bordels, et Varys, grâce à ses oisillons, qui allaient se charger de répondre à cette nouvelle. Et l'absence de Varys à cette réunion pour se coordonner était notable par chacun des participants. Et en fait, cette phase, elle me fait tellement penser à la fameuse citation de Bob Marley, ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que pour ton absence se ressente. Parce qu'on sent que Varys, il a un tel pouvoir sur le donjon rouge et sur la cour, qu'il est tellement indispensable qu'une simple absence à une réunion du conseil restreint est directement notifiée et soulevée à plusieurs reprises. Tiens, bon, ça arrive au début, mais il est où Varys en fait? Et à la fin, ouais, mais Varys il est toujours pas là. Et tu sens que le gars en fait c'est la pierre angulaire en fait du conseil restreint, que c'est que par lui que tout passe, quoi. Ouais, ça fait un personnage un peu, ouais, peut-être même dangereux. Enfin, en tout cas, tout le monde s'attend à ce qu'il soit là et souhaite l'entendre parler ou prendre position sur tel ou tel sujet, quoi. Bah, c'est là que c'est quand même assez réaliste, c'est que qui maîtrise l'info, en fait a un pouvoir énorme, quoi. Et donc vu qu'on sait pertinemment que c'est Varys, c'est clairement c'est celui qui maîtrise son sujet. Il a une importance capitale au sein du conseil restreint, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser justement au fait que je crois qu'il y avait eu un passage entre Ned et Robert au cours du premier tome où Robert demande à Ned mais pourquoi Varys est toujours là, et en fait on s'était rendu compte que Varys c'était le seul membre restant du conseil restreint d'Aerys le Fou, et je crois que Robert avait répondu à Ned que en fait il avait pas pu s'en débarrasser tellement Varys était capital, était important, quoi.
que en tant que source d'information, c'était impossible de se débarrasser de lui. Il connaît pas aussi certains passages du Donjon Rouge ou des choses comme ça. Il a un peu une connaissance que d'autres n'ont pas. Il sait tout. Ouais, c'est ça. Tout le monde sait que Varys sait tout. Et ce qui est terrible, c'est que personne ose s'attaquer à lui et s'en débarrasser, quoi. Même Robert le Roi le craignait. C'est terrifiant, en fait. Seul Tyrion sait à quoi est occupé Varys, mais évidemment ne souhaite pas partager l'information aux autres membres du conseil restreint. Tyrion quitte alors la réunion, prétextant vouloir offrir un cadeau à Geoffrey, une certaine chaîne qu'il finira par priser puisque toutes les autres en or et en argent qu'il a à sa possession. Mais pour l'instant, mystère et boule de gomme quant à cette affaire de chaîne. Tyrion regagna la tour de la main en compagnie de Bronn, qui, j'aime bien parce que ça me fait rire, est indiqué comme dans les appendices comme garde de Tyrion, reître, noir de cheveux et de cœur. J'adore. Ça fait trop rire. Tyrion ne manqua pas sur le chemin de ce frère aidé par Lady Tanda, dont on avait déjà parlé à quelques reprises. Je pose la question à Guillaume, est-ce que tu te souviens quand on avait parlé de Lady Tanda? Franchement, quand j'ai lu le chapitre, je me suis dit, on en a déjà parlé, Ilan, il va me poser la question. Et je me suis dit, j'arrive pas à m'en souvenir. Je crois que c'est pas la meuf, enfin, dans ma tête, y a pas un gars qui essaie de la refourguer à Littlefinger? Ou je me trompe complètement? Exactement. T'es dans le vrai. Donc en fait, Lady Tanda, il s'agit d'une dame qui dans le tome 1 voulait faire épouser sa fille cadette à Littlefinger. Parce que en effet, sa fille cadette serait assez grosse et c'est pour ça que Lady Tanda a des difficultés pour la marier. Et elles apparaissent en fait dans les appendices, enfants, dans ce tome 2, en tant que Lady Tanda Castle-Foyer et ses deux filles, Falise, donc sa fille aînée, et Lolis, sa fille cadette dont on vient de parler, et qui est encore vierge à 33 ans. Donc à cause de ses problèmes de poids, quoi. Mais du coup, tu dis même à une époque, enfin vierge à 33 ans, déjà que tu te dis que maintenant en 2022, entre guillemets, c'est un peu chaud, mais t'imagines à une époque médiévale où je sais pas, les séances de vie elles étaient à 50 ans, c'est complexe. Non, mais je veux dire, ouais, faut la refourguer vite, quoi. Tu m'étonnes. Donc mais du coup en fait ça me fait penser que en fait le fait qu'elle est Tyrion quand il passait, ça voudrait dire que peut-être elle veut essayer de lui faire marier sa fille, et c'est qu'elle est tellement désespérée qu'elle va en appeler à Tyrion, quoi, au nain Lannister. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle en est là. Mais c'est drôle qu'elle insiste autant parce que dans d'autres familles, je sais plus exactement, mais peut-être dans Fire and Blood d'ailleurs, quand il y a des enfants que t'arrives pas à marier ou dont tu vois pas l'intérêt pour des mariages, en fait tu les fais soit aller au couvent, soit tu proposes d'autres idées. Là, c'est vrai qu'à 33 ans, elle n'a rien imaginé d'autre pour sa fille que de la marier à tout prix. C'est drôle comment, enfin, elle a vraiment une ambition pour la famille proche du trône, quoi, et rien d'autre. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que c'est vrai qu'on imagine mal Randall Tarly attendre que Sam ait 33 ans Voilà. pour l'envoyer au mur. C'est ça. Oui, lui a dit à 14 ans, mon garçon, quoi. Mais là, c'est soit le mur. Donc c'est vrai que après peut-être qu'elles sont attachées. C'est vrai qu'on ne connaît pas leur relation. Pour l'instant, on connaît juste cette histoire de manière assez factuelle. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu l'envoyer. Je sais pas, j'avoue, peut-être comment elle s'appelle encore celle qui s'occupe encore des funérailles au sein de Westeros, les Sœurs du Silence. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, c'est ce qui arrive, quoi. Il y a une fille dans la famille qui va là-bas. Même chez les hommes, d'ailleurs, quand il y a beaucoup de personnes. Ah, mais ça se trouve, c'est sa fille unique. Et elle désespère en vain de lui trouver un bon parti. Non. Dans les appendices, elle a deux filles, Lady Tanda, elle a sa fille aînée qui s'appelle Faïs. D'accord. En entrant dans ses appartements, Tyrion fut accueilli par son écuyer Podrick Payne, âgé de 12 ans. C'était l'écuyer que Tywin avait accordé à Tyrion dans la saison 1, juste avant la bataille de la Verfurque. On sait aussi qu'il est un lointain cousin d'Ilyn Payne, le bourreau royal. Et en passant, l'acteur qui a incarné Ilyn Payne dans Game of Thrones, Wilco Johnson, il est décédé il y a 2-3 jours. Donc, petit moment de silence et RIP.
La minute de silence étant passée, on avait aussi compris dans le tome 1 que Podrick Payne était très peu loquace, mais que, contrairement à son cousin Eileen, il possédait toujours sa langue, c'est juste qu'il était très timide. Après que Podrick Payne l'ait préparé, Tyrion gagna la chambre d'audience personnelle de la main du roi où l'attendaient les forgerons de la capitale. Il y présenta 3 anneaux de fer reliés entre eux et demanda aux forgerons d'en forger 1000 de plus, identiques à ceux qu'il venait de présenter. Voici donc la fameuse chaîne de laquelle Tyrion venait de parler à la fin de la réunion du conseil restreint. Il confia cette mission à un homme du nom de Ventre en Fer pour coordonner toute cette opération. Ventre en Fer qui au passage apparaît dans les appendices comme forgeron. Ventre en Fer, c'est marrant comme nom. Alors, bon, je vais pas vous demander à quoi servirait la chaîne dont parle Tyrion, vu que bon, vous connaissez déjà la suite de l'histoire sur ce point-là, je suppose. Toi, Guillaume, par la série, et toi, Charlotte, bon, à la fois par la série et les livres. Donc, on va laisser les auditeurs qui ne connaissent pas la suite de l'histoire patauger dans leur réflexion quant à cette chaîne. Cersei avait déjà chargé les forgerons de la capitale de fabriquer des armes et armures pour les nouveaux manteaux d'or, mais la mission de Tyrion était devenue prioritaire à présent. D'ailleurs, Guillaume, tu sais, la dernière fois, tu me demandais, oui, est-ce qu'on a déjà parlé du feu grégeois? Et en fait, on a parlé dans le premier chapitre de Tyrion, parce qu'en fait, Tyrion, il était informé que Cersei, elle avait demandé d'armer les hommes, de recruter, de fabriquer des armes, et elle avait commandé aussi, je crois, 10 000 pots de feu grégeois, en fait, à ceux qui les fabriquent, je sais plus leur nom. Je sais plus, c'est la guilde des alchimistes ou un truc comme ça, non? Ouais, quelque chose comme ça. Ah oui, ok, l'information m'était sortie, mais oula, 10 000. Ça, c'est marrant parce que justement, quand on avait enregistré cet épisode, t'as eu la même réaction. Et tu sais, t'avais un truc genre en mode, oui, Cersei avait commandé du pot grégeois. Combien de pots? 10 000! Genre, ouais, tu sais, elle est totalement out of proportion, quoi. Ouais. Take my money. De plus, le coût financier demandé par cette opération serait supporté par Littlefinger. Un maître armurier du nom de Saloréon estima que cette tâche devait revenir à des forgerons ordinaires, voire à des maréchaux ferrants, mais que lui pouvait s'enorgueillir d'avoir un talent et une expérience qui rendait ce travail trop ingrat pour en être responsable. Il proposa même à Tyrion de lui fournir une armure composée de plate et d'écailles dorées, accompagnée d'un homme à la tête de démon, monté de grandes cornes d'or, ce qui terrifierait tous ses ennemis, selon lui. Et en même temps, je comprends ce maître armurier, que en vérité, c'est un truc de ouf ce que lui demande Tyrion. Enfin, je veux dire, c'est comme si t'es un chef étoilé et on te demande de cuisiner 10 000 Big Mac à la chaîne, quoi. Bah, mais je veux dire, utilise mes talents pour autre chose. Fais des nouilles instantanées. Tu sais, t'es là, vraiment, tu cuisines, machin, du homard, des crevettes, hein, fruits de mer. Là, on doit, vas-y, non, bref. Mais en sachant que je suis persuadé que, on n'a pas la confirmation, mais je suis persuadé que Tyrion les garde au secret de l'utilité justement de cette chaîne. Donc ils sont en train de faire, ils sont clairement, fais-moi des petits anneaux entre eux là. Tu m'en fais plein. Genre, qu'est-ce qu'il veut le gars, quoi. Ah oui, dans le sens où ils savent même pas pourquoi ils font ça, quoi. Ouais, il me dit pourquoi il veut des chaînes, lui. C'est un ouf. Ouais, ça doit être assez obscur comme. Ouais, bon. Tyrion menaça alors de faire porter les chaînes au maître armurier s'il n'accédait pas à sa requête, ce qui mit fin à la conversation. Bronn l'attendait à la sortie, une litière à ses côtés. En effet, on avait appris dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings que les vivres se faisaient rares à Port-Réal, les routes étant coupées à l'est comme à l'ouest, dû à la guerre dans le Conflent et la rébellion de Renly à Haut-Jardin. Tyrion avait même remarqué lors de son passage dans la ville des vigiles près des boutiques. La situation ne s'était pas arrangée depuis qu'il était devenu main du roi. Les petits gens le regardaient de façon accusateur, malgré qu'il ait fait son possible pour approvisionner la ville avec diverses mesures. En attendant, Tyrion préférait se déplacer en litière afin de s'écarter du danger. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Guillaume, dans le sens où Tyrion, il fait de son mieux actuellement pour protéger la ville de Port-Réal, parce qu'on se doute bien que la chaîne, c'est pour protéger la ville, ou en tout cas que c'est un lien avec la défense, et pour justement approvisionner la ville en nourriture et en vivres.
Et comme tu dis, en fait, comme personne comprend exactement ce qu'il fait, ni même ne sait ce qu'il fait, en fait, les gens ils se disent mais il est responsable, la situation elle s'arrange pas et enfin c'est lui en fait, ça c'est sur lui que qui est rejeté la faute quoi. Je sais pas si Charlotte, t'as un avis sur la question, mais c'est vrai qu'il a, il y a encore là pour le coup, avec tous les exemples qui sont donnés, t'as quand même l'impression que t'as des exemples assez concrets, quoi. Le gars, pour le peuple, il envoie des gars essayer de chasser dans le bois du roi et tout, tu vois, pour subvenir aux besoins. Donc, je trouve que quand même, il a des mesures assez concrètes. L'endroit où Tyrion se rendait se trouvait, d'après le texte, derrière la colline de Rhaenys. On découvre quel est celui dans la suite du chapitre, mais on pouvait aussi le découvrir grâce à la carte de Port-Réal apparue dans le tome 2. Il s'agit d'un bordel chez Chataia. Parce que oui, la carte de Port-Réal est apparue à la fin du tome 2, hein, on l'avait évoqué au tout début du commencement des épisodes concernant ce tome. Vous disiez que c'était le petit guide touristique des lieux à aller visiter et pour rien et que les bordels en faisaient partie. L'office du tourisme. C'est ça. D'après Tyrion, il s'agissait d'une des adresses favorites de notre bon roi Robert. Si l'on se souvient bien, on était déjà entré chez Chataia dans le tome 1 grâce à Ned. C'est là-bas qu'il avait trouvé un bébé bâtard du roi Robert que sa mère, une prostituée, avait nommé Bara en son honneur. Dans le second chapitre de Tyrion de Clash of Kings, on avait appris que Cersei avait chargé Janosline de tuer le bébé, ce que l'ancien commandant des Manteaux d'Or avait ordonné par l'intermédiaire de Alardim. On sait, Guillaume, on avait parlé un peu Alardim, c'est Janosline qui cherchait son remplaçant au sein des commandants des Manteaux d'Or et ça il voulait mettre en place Alardim. Il a dit oui, Alardim c'est un dur et les tâches dures c'est pour Alardim et finalement Tyrion a choisi Jacine Prédo. Ouais, je me souviens très bien. Cette Chataia apparaît en tout cas dans les appendices de Clash of Kings comme étant la propriétaire d'un bordel de luxe. Elle apparaît à Tyrion sous l'apparence d'une grande femme à la peau d'ébène, caractéristique des personnes originaires des îles d'été, et prunelle de santal. En passant, alors juste j'avais noté, mais en fait, tu sens que pareil, c'est le genre de personnage ou d'intrigue que la série a totalement coupé, a regroupé sous un giron. Typiquement là de Littlefinger où t'as l'impression que dans la série tous les bordels appartiennent à Littlefinger quoi. Ouais, c'est ça. En passant, à plusieurs reprises dans le chapitre est évoquée la possibilité d'offrir une prostituée à Joffrey, qu'elle ferait un cadeau idéal pour son âge, et on sent que Tyrion aimerait utiliser ce stratagème afin d'adoucir le jeune roi Baratheon. Mais bon, il devrait savoir, en y repensant, même dans ce chapitre, que ce n'est pas toujours une bonne idée d'offrir une femme à un jeune garçon. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux rappeler en 30 secondes pourquoi du coup, quelle est cette histoire de Tyrion avec cette prostituée ? J'ai plus son nom, mais effectivement, le premier amour de Tyrion, c'était bon, il y avait tout un stratagème, hein, donc c'est peut-être pas le même objectif pour Tyrion, c'est pas le même délire, mais il y avait voilà il y avait tout un stratagème qui était monté par Jaime pour que Tyrion tire son coup pour la première fois, et il a cru au grand amour, mais il s'avérait que c'était une prostituée. Wow. Et au final, non mais comment tu parles là, on est en présence d'une femme quand même. Enfin, je veux dire, utilise un langage plus élevé, s'il te plaît. Non, ça va, je suis pas très choquable sur ce genre de vocabulaire. J'ai été élevée avec des frères, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit Non, il a cru au grand amour, et au final, il s'avérait que c'était une prostituée. Et Tywin lui a bien fait rappeler en faisant passer toute l'infanterie, tous les gardes. Je vais pas faire un dessin, mais devant lui, quoi. Mmh. Et la fameuse histoire. Coup, ça avait marqué Tyrion, ouais. Ouais, la fameuse histoire de la pièce d'or. Tiens, ça c'est pour toi parce que un Lannister, ça vaut de l'or, quoi, tu vois. Et donc cette dame, elle s'appelait Tisha, hein, la prostituée. Et à la fin, Bronn disait oui, l'homme qui me fera ça, je l'aurais fait, c'est sûr que je l'aurais tué. Et Tyrion qui dit que c'est à ce moment Tyrion qui dit oui, ne t'inquiète pas, hein, un Lannister paye toujours ses dettes. On a d'ailleurs pour la première fois une description physique de cette Tisha.
Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux d'un bleu assez noyé, à en croire notre lutin. Tyrion ne resta pas, lui non plus, indifférent aux différentes saveurs qu'on pouvait trouver dans l'établissement, et son regard se posa intensément sur ce qu'il apprit être plus tard la fille même de Chataïa, du nom de Alayaya. Une explication de la gérante vint calmer sa stupeur. Au sein des îles d'été, nous dit-elle, les êtres doués pour faire jouir sont tenus en très haute estime. Il n'est pas rare que garçons et filles, une fois arrivés à majorité, s'y consacrent plusieurs années afin d'honorer les dieux des îles d'été. Et bon, moi je trouve ça intéressant en tout cas d'avoir ce prosélytisme au sein des bordels, et on sent que Tyrion il est pas insensible. Enfin, je veux dire, ce genre de religion, ça, Relord d'un côté, les dieux des îles d'été de l'autre. Moi, mon choix il est très vite fait. Hein. Je sais pas pour vous, mais Bah, et en plus, à côté des fêtes où t'es promis à quelqu'un, ou enfin, surtout quand t'es fils ou fille d'eux, enfin surtout fille d'ailleurs, t'as pas trop le choix finalement d'être voué à une seule personne toute ta vie. Là, c'est vraiment tout le monde en fait s'amuse et s'exerce, découvre les plaisirs et voilà quoi. C'est très différent. Voilà, on attend le spin-off de Martine au niveau des îles d'été. Ils ont comme un petit pain. Ça sera peut-être un spin-off interdit aux moins de 18 ans. C'est la fille de Chataïa, Alayaya, qui se chargea d'emmener Tyrion au sein du bordel jusqu'à une chambre dotée d'un lit capitonné et d'une haute armoire. On savait alors, à ce moment du chapitre, que Tyrion avait des affaires en vue avec Varys, et la suite n'en est que plus intéressante. En effet, au fond de cette armoire se trouvait un faux panneau de fond qui menait, grâce à des barreaux d'échelle, à un passage secret. Et au bout de celui-ci, Tyrion y retrouva Varys l'araignée. L'eunuque était déguisé comme à son habitude lorsqu'il ne voulait pas se faire remarquer. Plusieurs exemples existent dans le premier tome, comme lorsqu'il rendait visite à Ned, lorsque le feu gouverneur du Nord était emprisonné dans les geôles du Donjon Rouge suite à sa félonie. L'eunuque empruntait des passages secrets, comme à son habitude, lorsqu'il ne voulait pas se faire repérer. On savait que de tels passages secrets existaient au sein du Donjon Rouge. Et bon, Guillaume, est-ce que, pareil, en 10 secondes, tu peux rappeler l'histoire des passages secrets du Donjon Rouge ? Alors, c'est un système mis en place par Maegor le Cruel. Je crois que ça doit être le 3e roi de Westeros de la lignée Targaryen, je crois, qui souhaitait bâtir, en tout cas mettre en place des passages secrets. Donc il a mis toute une lignée d'architectes sur le coup. Et voilà, une fois l'affaire conclue, pour les remercier, il les a tous butés. Voilà. Exactement. Et donc, à un moment donné, on s'était demandé avec Guillaume comment Varys pouvait-il au courant de leur existence, de ces passages secrets, et même de leur localisation. Parce que on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'est perdu, qui s'est perdu dans le temps, que ça soit transmise par la lignée Targaryen, soit. On est d'accord, mais je veux dire, la lignée Targaryen, elle est éteinte depuis Aerys le Fou, quoique Varys était déjà dans le conseil restreint d'Aerys, donc bon, à voir. Mais comment ça se fait qu'ils soient au courant de leur existence, quoi? Il y a quand même quelque chose... Vu le profil d'Aerys, je crois qu'il était légèrement atteint de paranoïa, le mec. Ça m'étonnerait qu'il ait tout balancé à Varys. Alors, je te fais une petite visite guidée, là. Après, peut-être que lui-même, Aerys, savait pas trop tous les passages qu'il y avait finalement, puisque Maegor a tué un peu ça, et qu'il a missionné des gens d'essayer de découvrir les secrets, dont Varys peut-être. Ouais, c'est possible. Oula, c'est possible. C'est possible. Mais je pense que ça expliquerait comment Varys connaît certains passages secrets, mais là, t'as l'impression qu'il a une map du château. Il les connaît tous, la carte du maraudeur. Hein. Non, ouais, c'est exactement ce qu'elle sort. C'est genre les frères Weasley. Il connaît le passage secret derrière la statue de Ronin le machin. Enfin, il a la carte, quoi. Mais peut-être donc, que les Weasley travaillent pour Varys. Et en plus, on sait que Varys, il vient de... Je crois qu'il vient de Lys, si je me trompe pas. En tout cas, on sait qu'il vient d'Essos, des cités libres. Donc, c'est même pas un natif de Westeros, quoi. Donc, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé et par on ne sait quel moyen, il a eu, en tout cas, il a eu possession
je sais pas, d'une carte ou je sais pas de l'information de ces passages secrets. Mais Ou alors en ayant des c'est audios un intéressant. peu partout, il a peut-être entendu, je sais pas, un serveur qui raconte, oh ben un jour j'ai touché à tel endroit, il y a un truc qui s'est ouvert. Enfin, peut-être qu'il a réussi à retrouver plein de petits témoignages, de petits trucs bizarres dans le château, qu'il les a investis un peu plus et qu'il a découvert les secrets du coup. Ouais, possible. Grâce à ces oisillons. Peut-être, Ou ouais. alors il savait que voilà qu'il y avait un passage machin, il a retourné le château, il a touché toutes les briques. Ah, c'est bon. Ouais, il a fait ses 10 000 pas par jour. Là, on est sûr qu'il la marche. Pour ce passage secret, en tout cas, ce n'est pas avec Maegor le Cruel qu'il faut tisser un lien, mais avec une ancienne main du roi. En effet, le tunnel fut creusé pour une main du roi, à qui son honneur interdisait d'être vu ouvertement dans un tel établissement. Alors là, question technique, Guillaume. Question très technique. Parce qu'on n'a parlé qu'une seule fois dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings, c'est que ça n'a pas été du tout évoqué dans la série. Mais est-ce que tu te rappelles de l'historique des dernières mains du roi? Parce que d'après Tyrion, en fait, elles avaient toutes connu à peu près une fin assez tragique, et il nous avait un peu parlé à cette occasion. J'ai pas la ref là. Attends. En gros, dans le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings, Tyrion, il devait emménager dans la tour de la main, et il disait que toutes les dernières mains du roi avaient connu un certain tort tragique, et que d'après Tyrion, la dernière main à avoir quitté Port-Réal vivant avec tous ses titres, noms et domaines fut celle qui exerça juste avant le seigneur son père, Tywin Lannister. Après Tywin, il y a eu 2 mains qui occupèrent le poste. Donc c'est sous Aerys II, hein, parce qu'on sait que Tywin a exercé le poste de main du roi sous Aerys II. Après, on ne sait pas si c'était le premier, mais on peut se douter que ça a été sa première main. Et on ne sait pas la raison de la rupture, en tout cas, du départ de Tywin du poste de main du roi. Après Tywin, il y en a eu 2 qui occupèrent le poste et qui moururent en exil après avoir été dépossédés de leurs terres. Après ces 2 mains, il y a eu une main du roi qui fut brûlée vif, toujours d'après Tyrion. Et après cette main qui fut brûlée vif, il y a eu la dernière main du roi Aerys II Targaryen, mais qui, d'après Tyrion, ne put exercer ses fonctions qu'une quinzaine de jours. Et bon, après, bien sûr, il y a eu Jon Arryn sous Robert Baratheon et Ned Stark, et maintenant Tyrion Lannister. C'est vrai que comme en fait Tyrion les a cités comme ça avec une petite histoire, mais sans nom ni background, etc. Assez complexe de se rappeler de cette historique, quoi. Mais c'est marrant cette histoire que du coup il y a une main. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou quand même de se dire que juste parce que elle avait pas, elle a pas voulu être vue de manière ouverte au sein d'un bordel, elle a fait construire un tunnel, quoi. Quand même, je veux dire, t'as tellement faim de prostituée que tu te fais construire un tunnel pour aller dans un bordel. Quelque chose de. Et tu l'assumes pas, parce que il y en a d'autres qui l'assument très bien et ça passe, mais lui, a priori, il l'assume pas du tout, quoi. Ah, bien sûr, non, mais c'est pas juste le fait de l'assumer, parce que tu peux ne pas l'assumer, mais tu peux, je sais pas, aller la retrouver dans un autre établissement ou retrouver dans un autre endroit, etc. Mais construire un passage secret, il y a quand même une certaine paranoïa quelque part. Bah, est-ce que c'est interdit aux mains du roi de voir des prostituées? Non, pas du tout, mais c'est juste que Non, c'est ça. lui, d'après ce qu'on comprend, c'est que juste son honneur, il avait tellement un grand honneur, une grande estime, que, en fait, on pouvait absolument pas le voir dans ce genre d'endroit, quoi. Varys et Tyrion discutèrent quelque peu de la dernière nouvelle, du couronnement de Stannis et de l'accusation d'inceste entre Cersei et Jaime. Varys révèle à Tyrion que Jon Arryn et Eddard Stark avaient découvert le poteau rose grâce à la comparaison des bâtards de Robert avec Joffrey, Tommen et Myrcella, et en cédant de l'ouvrage appartenant au maître Pycelle, la généalogie et l'histoire des grandes maisons des 7 couronnes. En tout cas, Varys instille le doute, mais nie le fait que c'est lui qui a indiqué à Stannis, Jon Arryn ou Ned les secrets de cette affaire, d'autant plus qu'il était très facile de deviner que les 3 enfants royaux n'étaient pas des Baratheons, au vu de leur couleur de cheveux blonde, au contraire de tous les bâtards de Robert qui sont nés avec des cheveux noirs de corbeau. Concernant les bâtards de Robert, Varys en dénombre 8. Le lecteur en connaît déjà 4, et 4 sont encore inconnus. Guillaume, est-ce que tu saurais nommer les 4 ou pas?
Alors on en a parlé, hein. Il y a Gendry, Edric Storm, le bébé qui s'est fait tuer par Alardine, et Mia Stone, je crois. Exactement. Mia Stone, celle qui avait aidé Catelyn lors du tome 1 à la montée des montagnes de la Lune au sein du Val d'Arin. En tout cas, si ce n'était pas Varys qui avait soufflé les infos à Jon Arryn, Stannis ou Ned, quelqu'un devait l'avoir fait, un traître, assurément, du point de vue de Varys. Le chapitre se termine alors sur Tyrion sursautant en évoquant le nom de Littlefinger. Et bon alors là, je vous laisse à votre réflexion dans le sens où est-ce que vous pensez que c'est du bullshit complet, ce que Varys il est en train d'impliquer, ou est-ce que vous pensez que Littlefinger a une part dans cette affaire, sachant que je crois qu'on n'a pas du tout évoqué le nom de Littlefinger dans cette affaire de bâtard pour l'instant. Alors franchement, c'est possible vu qu'il a un petit peu aussi son nez partout. Mais encore une fois, d'ailleurs, ils le disent très bien. Tyrone, il lui dit, enfin, je sais plus exactement la phrase, mais je sais jamais si je dois vous prendre comme un allié ou comme un ennemi, quoi. Voilà, comme on l'a dit tout au début, on sait jamais quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il balance une info pour semer encore le doute, ou est-ce qu'au contraire, il aide un peu Tyrone et il lui dit une vérité, quoi. Guillaume, t'en penses quoi? Varys, il y a plein de moments où, en fait, j'ai envie de le croire, tu vois. Je sais pas, j'ai envie de le croire. Après, j'ai encore une fois, là pour le coup, j'ai du mal à voir le pourquoi du comment, d'où Littlefinger est impliqué dans cette affaire, comment, quel est le plan, quoi. Enfin, tu sais, le motif. Sans motif, c'est dur de se mettre à la place des persos, tu vois. C'est super dur. Quand t'as pas le motif, quand t'as pas vraiment, parce qu'au final, Littlefinger, on sait pas vraiment ce qui le motive vraiment dans la vie, quoi. Ouais, c'est vrai que Varys, à la limite, on peut avoir des super-raisons, mais Littlefinger, on a zéro idée de ce qui le motive, quand t'as raison. Hein. Enfin, je veux dire, on sait qu'il a eu son expérience tragique personnelle avec Catelyn Tully, mais depuis, qu'est-ce que veut Littlefinger? Ça, on en a zéro idée. Oui, à la limite que qui porte pas la maison Stark dans son cœur. Ça me. Mais de là à vouloir une destruction, l'anéantissement de la maison Stark, non, franchement, je sais pas ce qu'il veut dans la vie, ce mec. À part Catelyn. C'est vrai qu'on le voit semer un peu la zizanie, quoi, mais on comprend pas dans quel but. Au final, on sait pas pourquoi il a menti sur la dague, parce qu'on sait qu'il ment hein, sur la dague. Donc pourquoi il est intervenu dans cette histoire, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Pourquoi il a menti, en fait? Je veux dire, il avait aucune, enfin, pour nous, en tout cas, il a aucune raison de mentir, parce qu'on connaît pas ses motivations, mais, pourquoi il a voulu impliquer Tyrion dans cette affaire, enfin, je veux dire, alors que Tyrion n'a l'air d'avoir aucun grief envers Littlefinger, quoi. Non, c'est, des fois, on se dit que les actions de Varys sont mystérieuses, mais les actions de Littlefinger peuvent l'être encore plus. Donc, on reste en suspens, hein, par rapport à cette accusation. Que Littlefinger ait voulu accélérer les choses et glisser l'idée. Parce que, là, c'est vraiment, il est glissé l'idée à Stannis, Jon Arryn et Ned. Ça me paraît bizarre que on a eu aucune information disant que Littlefinger a une Ned dans sa recherche, mais Jon Arryn et Stannis à découvrir que voilà l'inceste et la bâtardise. Quel était son but aucune information. Voilà. On a terminé pour ce chapitre. Je pensais absolument pas qu'il durait aussi longtemps. Je suis à la fois désolé pour du coup, à Guillaume, on est les autres, hein, mais pour toi, Charlotte, en tant qu'auditrice et participante aujourd'hui, j'espère que tu ne nous en voudras pas de t'avoir séquestré aussi longtemps au sein de ce podcast. Non, non, c'était cool de pouvoir relire le chapitre parce que, comme je te l'avais dit
l'épisode spécial là, bah, je les ai lus qu'une fois et je m'étais dit, bah, un peu la flemme de tout relire. Du coup, je les relirai le jour où Martine il sort quelque chose. Donc bon, je suis pas prête de les relire. Du coup, c'était cool de redécouvrir, en plus un chapitre assez sympa à lire avec les pensées de Tyrone qui sont assez drôles en fait et pertinentes et puis plein de politique en fait enfin c'était vraiment chouette de relire, ça fait plaisir de se replonger dedans et d'en parler avec vous. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que il y a des chapitres comme ça qui sont assez plaisants par rapport aux différents POV. On va te garder de t'inviter sur un chapitre un peu chiant, disons de Bran ou le Théon. Je pense que tu nous en voudras plus qu'autre chose. Mais en tout cas, c'était assez cool. Et puis bon, si ça me saoule pas trop de monter, c'est 1h46, je me dirais que l'expérience est à retenter. Ok. Pour ceux qui sont encore là après tout ce temps, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Là, on vous dit vraiment merci parce que je pense que ça va être l'épisode le plus long qu'on ait sorti à ce jour. Donc si vous êtes arrivé jusque là, je vous dispense même de je sais pas d'aimer nos pages sur les réseaux sociaux, de nous envoyer des messages, etc. Je pense que vous devez beaucoup nous aimer et aimer ce podcast pour avoir écouté tout du long cet épisode. Donc moi je vous dis à la prochaine et je laisse mes invités faire leur sortie. Donc bon, avant de tirer ma révérence, je remercie quand même Charlotte d'être venue et d'avoir apporté ses commentaires au sein de notre podcast et d'avoir un petit peu brisé notre routine qu'on avait Ilan et moi. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir et j'espère que t'as pris autant de plaisir que moi à réaliser ce podcast ensemble, Charlotte. Bah oui, hein, comme je viens de vous le dire, c'était vraiment super de pouvoir enregistrer, de faire cette expérience du coup avec vous. C'était vraiment intéressant. Et merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de le faire. Eh bien, on vous dit à la prochaine pour un chapitre de Bran. Maintenant, Guillaume. Un petit peu de rêve, un petit peu d'interprétation à faire.